Bien le bonjour à toutes et à tous, dames et messieurs. C'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons donc ce matin sur Binoussouran, le tam-tam du continent. On vous souhaite également par la même occasion bon début de semaine. Vous êtes sur l'émission Posée, première livraison de la semaine. On vous promet déjà de magnifiques ingrédients, question de pouvoir enjoliver votre matinée. Et pour ce faire, nous aurons justement deux thématiques alléchantes. On parlera de sécurité routière, mais également on parlera de la recrudescence des règlements de compte dans nos rues. Donc, nous avons bien sûr des invités ressources pour croiser le verbe durant cette magnifique aventure. Dames et messieurs, vous aurez le numéro qui vous permettra bien évidemment de donner votre avis également sur ce plateau, car vous le savez, c'est posé sur le plateau et on fait l'aventure avec vous. Alors, Steve Abodo confortablement installé ce matin. On ressort d'un week-end, je ne sais pas, compliqué, posé. Bonjour. Un week-end plutôt posé, mais bonjour. Bonjour également à tous les millions de téléspectateurs du Tam Tam du continent. Vous qui prenez plaisir à nous suivre et bien sûr à participer à l'émission Posée 3 fois par semaine. Je vais également dire bonjour à nos invités de ce matin, Monsieur Jodel et Langa et Docteur Issala. Voilà. Donc nous on est posé ce matin. J'espère que vous êtes bien sûr prêts à prendre le cran en marche. Allez, on va également dire, souhaiter bonjour à Docteur Badel Issala, qui est des nôtres ce matin. Alors, docteur, bonjour, le week-end aura été. Bonjour Monsieur Ben, bonjour à tous les panélistes. D'emblée, le week-end s'est passé un peu comme les autres, dans le calme, la tranquillité, tout va bien. Super. Alors, on va aussi dire bonjour à notre deuxième invité du jour. On parle bien sûr de M. Jodel et Langa. Précisons que M. Jodel et Langa est économiste du transport, mais également c'est un conseiller municipal. On l'aura également au cours de cette émission. Il est confortablement installé. Mais permettez-moi encore de vous rappeler, dames et messieurs, que l'émission posée lundi, mardi et vendredi, espace 9h30 à 10h30. Nous sommes là pour vous apporter justement la joie de vivre sur ce plateau, mais également de partager ces magnifiques moments. Alors, Monsieur Jodel Elanga, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour Ben, bonjour chers panélistes. Le week-end a été, comme la panéliste disait tout à l'heure, comme tous les autres. Certainement, nous étions au village, on a fait un passage dans nos champs. On se dit qu'à ce moment, c'est forcément nécessaire parce que l'administration, la ville, l'urbain, ça ne nous donne plus les moyens nécessaires. On rentre au village, comme l'a préconisé le président de la République dans ses multiples discours pour la culture de la terre. Donc nous y étions et nous sommes bien rentrés. D'accord. Alors, comme il est de coutume sur ce plateau, on va naturellement passer à la toute première rubrique What's New, qui consiste à donner des informations qui nous ont marqués. Et lorsqu'on sort du week-end, on s'est dit, il y a eu pas mal d'informations, pas mal d'actualités. Et justement, sur le plateau, tout le monde va se tenir à cette, on va dire tout simplement, articulation. Nous allons justement commencer par Steve Abodo, qui revient d'un week-end, il a dit, c'était posé. Assez posé. Alors, qu'est-ce qui a, on va dire tout simplement, retenu, captivé ton attention ce week-end? Alors, quoi d'autre que la défaite de monsieur, madame, je vais le dire ainsi. Voilà, la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui sont donc de retour à la maison. On va se dire quand même que s'il faut bien regarder ces deux matchs, le match de la Côte d'Ivoire contre l'Égypte et du Cameroun contre la sélection marocaine. Ouais. Moi, quand j'essaie de faire un focus dans le match du Cameroun, par exemple, eh ben, je dis c'est un bicre. J'ai envie de dire qu'il a été acheté, mais comme je ne peux pas le prouver, je ne vais pas le dire. Voilà. Donc,
le match du Cameroun, moi, ça a été un match qui n'a véritablement pas été comme on pensait, avec tout ce qui a bien pu se passer. C'est vrai encore que les joueurs, on ne sentait pas la même forme que dès le début de la compétition. Mais après, quand même, on a eu trop de bavures côté arbitrage. Donc c'est un peu, moi je dis, ce sont des éléments comme ceux-là qui ont participé à cette défaite. Les Lions indomptables sont au sol et c'est une perte pour l'Afrique. Hein. Moi je dis, quand les Lions indomptables ne sont plus dans une telle compétition, eh ben, l'enjeu n'est plus véritablement le même. Et beaucoup de courage à la sélection ivoirienne qui a également mis le genou au sol face à Mohamed Salah, qui a fini par en découdre avec les éléments de Côte d'Ivoire. Donc, moi, c'est cette actualité qui a bien meublé mon week-end. Et je dirais aux arbitres sélectionnés par la CAF, bah, beaucoup de méfiance, beaucoup de méfiance. Nous, on est là pour vous regarder. Vous êtes les arbitres sur le terrain, nous sommes les arbitres juste derrière nos écrans. Bah quand même, hein, au-delà de l'arbitrage, on a vu un Cameroun assez morose, première mi-temps vide. Aucun fond de jeu, avec, on n'arrivait même pas à aligner. Oui, sur le terrain. Je l'ai dit d'entame, on a quand même vu une sélection camerounaise qui n'était plus dans le rythme donné depuis le départ. C'était un peu, je vais dire, triste. Ouais. Mais après, quand même, on va s'accrocher sur cet arbitre. Aucun tir cadré, hein, 90 minutes de jeu du côté Lion indomptable du Cameroun. Bah, on va cadrer comment quand on nous balance au sol, l'arbitre ne dit rien, mais quand tu vas faire un corps à corps avec un joueur marocain, navré, c'est un carton direct, c'était vraiment bizarre, et ce matin, moi je dirais aux arbitres beaucoup de méfiance. Nous sommes derrière là pour vous regarder, on vous regarde, donc faites très attention. D'accord. On va quand même dire qu'il y a eu pas mal de déchets dans cette rencontre. Cameroun, Maroc, on a quand même eu une deuxième mi-temps qui était assez fructueuse. On a eu des Lions indomptables qui sont un tout petit peu réveillés. On a eu davantage de jeux, davantage de stratégie. Malheureusement, les Lions n'ont pas été agressifs, les Lions n'ont pas essayé, n'ont pas manifesté davantage d'envie parce que quand même, 90 minutes, plus le temps additionnel, d'ailleurs 95 minutes, aucun tir cadré, c'est assez on va dire décevant. Au-delà de l'arbitrage, on n'a rien proposé de concret et voilà, à qui la faute, on ne sait pas. De toutes les façons, nous sommes rentrés à la maison, on espère justement que cette équipe va mieux s'outiller pour les prochaines compétitions. Donc voilà. On est de retour à la maison, on a eu de l'autre côté une Côte d'Ivoire qui avait de l'envie. Oui, il y avait de l'agnac. 3-2 quand même, lorsqu'on regardait ce match, si on donnait même encore 5 minutes à la Côte d'Ivoire, je pense qu'elle aurait pu égaliser face aux Égyptiens. C'est vrai, ça a commencé un peu morose aussi. Ouais. Mais après, à un moment donné, la Côte d'Ivoire a fini par se réveiller et on a assisté à un match mémorable. Ouais. On a assisté aux éléphants qui s'exprimaient véritablement comme les géants d'Afrique qui sont. Et malheureusement, ils ne vont pas pouvoir doubler ce titre successivement. Donc c'est un peu ça qui nous attriste. Moi, je vais dire je vais dire félicitations à certains joueurs camerounais qui se sont véritablement démarqués à l'instar de Kofané. Voilà, ça a été bien sûr la petite révélation de cette CAN. Donc on sait dorénavant qu'on a un joueur comme celui-là et qui peut rôder au niveau de la surface et nous proposer de très bonnes surprises. Donc ils sont tellement nombreux, Baliba, Brian Beme, ils sont tellement nombreux qu'on devrait féliciter. Et moi je me dis, si on travaille bien, si on essaye de toucher l'aspect technique comme il se doit, cette équipe peut aller très loin. Voilà. Si on était sélectionné pour la Coupe du Monde, moi je dirais c'est un Cameroun. De toutes les façons, le couple africain est rentré, le Cameroun, la Côte d'Ivoire.
c'est terminé pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en ce qui concerne justement ces deux nations du football. Alors, docteur Badel Issa Lah, vous avez certainement regardé le match aussi. Oui, monsieur le journaliste, j'ai regardé le match. Alors, quelle était votre impression Cameroun-Maroc? Bon, contrairement à mon copanéliste, je n'étais pas surpris de la défaite des Lions indomptables. C'est le contraire qui m'aurait surpris. Parce qu'il faudrait que nous soyons cohérents au Cameroun et logiques dans ce que nous faisons et que nous apprenions à dire la vérité. Lorsque l'actuel exécutif de l'Africa Foot a pris fonction en 2021 lors du premier mandat, le président de l'Africa Foot a dit qu'il veut redonner au football camerounais toute sa grandeur. Je crois que c'était le slogan. Si on s'arrête sur ce slogan de campagne, qui naturellement devrait être matérialisé par des faits pour aboutir à de bons résultats par la suite, vous vous rendez bien compte que de 2021, nous avons organisé une CAN au Cameroun. Le Cameroun n'a pas pu faire mieux que les demi-finales. Et quand nous éliminons aux demi-finales, 2022, la Coupe du Monde, le Cameroun s'est qualifié difficilement. Certes, il y a eu un sursaut d'orgueil à Bilda en Algérie. On a pris ce match comme vraiment la renaissance des Lions indomptables. Vraiment une équipe est renée, Rigobert est là et consorts. Nous sommes allés en Coupe du Monde, on a vu le résultat qu'on a pu avoir. Lorsqu'on veut redonner au football sa grandeur au Cameroun, les périodes de gloire de l'équipe nationale du Cameroun sont lesquelles? Celles des années 80-90, où nous avons pu faire la meilleure performance en se qualifiant en quart de finale de la Coupe du Monde, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Nous avons ensuite l'équipe de 2000, début des années 2000, 2002, 2003, par là. Vous arrivez aujourd'hui, avec le nouveau sélectionneur, Rigobert Song a été limogé, Marc Brice est arrivé. On s'attendait à voir la grandeur dans l'intention de ceux qui dirigent l'exécutif, mais c'était quoi? C'était querelle, c'est les duels, ministère, FECAFO tous les jours. On va jouer un match à Yaoundé, non, c'est plutôt à Garoua, et ainsi de suite. Une ambiance puérile, une ambiance qui ne contribuait pas à préparer. Et là, nous sommes à l'ère David Pagou. Nous sommes à l'ère David Pagou qui a été nommé, je crois, 2 semaines avant la compétition. Et du coup, qu'est-ce que les Camerounais disent? On espère qu'on va faire comme en 2017. 2017, c'était une équipe médiocre. Tout le monde le savait, personne ne s'attendait à ce que les Lions gagnent la CAN. 2017. Et aujourd'hui, la référence devient cette équipe dont personne ne s'attendait. On espère que cela va faire comme les autres ont fait par le passé. À ce niveau encore, je me pose une question. C'était l'entraîneur, comment on l'appelle, Hugo Boss à l'époque, qui était le sélectionneur des Lions, lorsqu'il a gagné la CAN 2017. On l'a d'ailleurs battu pendant cette compétition. Bien sûr. Cela n'enlève rien. Moi, je suis dans une logique, M. Bell. On le limoge après être champion d'Afrique. Et aujourd'hui, on encense David Pagou après être éliminé en quart de finale. Vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence dans le fonctionnement de ces institutions-là. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas surpris par la défaite. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que c'était un discours préparé parce que, à peine le match est fini, on vous dit plutôt que non, nous sommes en train de rajeunir l'équipe, nous sommes en train de reconstruire. Quelle est cette reconstruction? C'est sur quelle base? Sur le plan institutionnel, est-ce que vous avez fait la paix avec la tutelle qui est le ministère? Je ne pense pas jusqu'à présent parce que par vous, les conditions de sa nomination, on ne l'a pas associé, on n'a pas associé le ministère qui, semble-t-il, est encore la tutelle de l'Africa Foot. Ils font leurs choses de leur côté. Le ministère aussi prépare peut-être... De toutes les façons, on ne va pas entrer dans ces détails. Peut-être qu'on reviendra avec une thématique pour ancrer dans ces détails techniques. On va rester un tout petit peu sur l'aspect du terrain. Je pense que le Cameroun a été dominé sur tous les aspects, sur tous les plans. Je vais éviter de rentrer dans les spéculations d'arbitrage et consorts. Le Cameroun n'était pas une équipe préparée à faire mieux que ce qu'il a produit. Vraiment, je vais me limiter à ça. D'accord. Alors, nous allons repartir vers monsieur... déjà, on va rester avec Dr Badel. Alors, qu'est-ce qui, justement, a retenu, a captivé votre attention en ce qui concerne l'actualité ce week-end? Bon, je dirais que c'est certainement ce match de football, le 7 demi-finale, qui a captivé toutes les attentions, comme tous les Camerounais d'ailleurs. Et vous voyez, c'est ce débat qui fait doivent hésiter. Partout, on en parle. D'accord. Alors, nous allons repartir vers M. Jodel Ilanga, notre invité également, sur le plateau pour déjà prendre également l'actualité qui l'aurait marqué. Mais on va revenir aussi sur cette actualité avec les Lions. Vous avez certainement regardé cette confrontation face au Pharaon d'Égypte, un score quand même décevant, 2-0. Monsieur Langa. Bon, je sais que moi je voudrais dire ici parce que
je n'étais pas vraiment sous le stress, sous un certain engouement durant cette compétition. Moi, je savais que chaque jour ou chaque match qu'on joue est un sursis parce que le Cameroun a été à cette période l'une des rares équipes pour laquelle on ne pouvait pas faire une prévision sur le match d'avenir. C'est-à-dire, on se disait oui, ok, on a gagné, c'est bon. On a gagné, c'est bon. C'est-à-dire, on ne pouvait pas. Déjà, je parie que sur les 30 millions de Camerounais, peut-être 28 millions ne connaissaient même pas les visages qui devaient participer à la CAN au premier match. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait la liste, la majorité des gens ne connaissaient pas qui est Koufane, par exemple. Qui est Chingwa, on avait peut-être 2 noms, je crois Mbomo et Baleba. Mbomo Baleba et Bassoko, peut-être 3 ou 4 noms juste qu'on connaissait. Le reste, c'était des gens qu'on découvrait. Donc, si on avait demandé que est-ce qu'on ira loin, on dirait bon, on va jouer, on verra. Donc, je crois que pour ce qui est de ce match, bon, on a joué, on a perdu face à une équipe bien outillée, le Maroc. Je crois qu'il faut seulement prendre note et maintenant que les leçons nous enseignent à mieux nous apprêter. Effectivement, moi je suis d'accord avec le président qui pense que le rajeunissement pourra nous permettre, si ce bloc continue dans le même sens, à pouvoir nous améliorer, mais véritablement à entrer dans les débats de l'arbitrage, à entrer dans d'autres débats qui sont aux alentours, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. On ne peut pas, comme lui l'a dit, on ne peut pas parler d'arbitrage si on ne tire pas au goal une fois. C'est pas l'arbitre qui va en tirer au goal pour marquer le but à notre place. Alors, M. Langa, qu'est-ce qui aura bien sûr captivé, retenu votre attention en termes d'actualité ce week-end? Bon, peut-être en dehors de ce match, il y a eu les vœux du président de la République qui sont passés jeudi dernier. Et on a vu comment il s'intéresse aussi à l'activité international, c'est-à-dire il a évoqué en quelque peu dans son discours l'actualité au Venezuela et tout ça, mais aussi sur le plan local, puisque nous sommes un peu en termes de sécurité routière. Moi j'ai vécu 2 accidents de route ce week-end sur la route, la nationale numéro 10 qui va à Yos, toi, en vendredi soir, déjà à l'heure du match. Il y a eu 3 morts. Et le lendemain, vers 14 h également, la route a été embrouillée. On a dû déplacer les autorités d'Akono-Linga pour venir faire un peu l'ouverture de la piste. Donc, c'est une actualité, mais des vies humaines sont parties. Et véritablement, je crois qu'il faut que ça change. Il faut qu'on trouve les causes, il faut qu'on voie des solutions. Il faut que on puisse ne plus arriver dans ce cas de figure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est toujours comme ça? Donc voilà la troisième chose que j'ai vécue comme activité, mais là, sur un plan purement local. D'accord. Alors, ce qui m'aurait captivé pour moi, Joëngra, justement, à cette articulation What's New, c'est bien sûr cette gardienne de prison qui a donc été filmée en plein débat sexuel avec un détenu, et nous sommes là justement en Afrique du Sud. Et là, une vidéo de pratiquement 4 minutes qui a circulé sur les réseaux. Beaucoup de questions se sont posées. Les autorités sud-africaines qui d'ailleurs annoncent déjà que des sanctions vont tomber en ce qui concerne justement cette fonctionnaire d'État. Comment est-ce qu'une gardienne de prison peut se retrouver dans un bureau en plein débat sexuel avec un détenu? Alors, la vidéo, elle est assez embarrassante. On n'a pas voulu justement l'utiliser pendant cette émission. On voit clairement comment le couple commence par des embrassades avant de passer à l'acte sexuel. Et là, on se pose bien des questions. C'est assez déconcertant. Ouais. Assez déconcertant. Surtout que l'Afrique du Sud faisait encore objet de ce même type de scandale, mais là ça tourne autour de l'enseignement. Cette fois-ci, nous sommes dans le pénitencier.
Ça, c'est compliqué. Et moi, tout de suite, les questions qui me viennent, est-ce qu'on a un problème d'éthique professionnelle du côté de l'Afrique du Sud? Directement, c'est une question qui me vient comme ça. Mais j'imagine qu'on attend la réaction des autorités. Est-ce que la gardienne de prison a plaisir à ces détenus qui... À un moment donné, il y a des, il y a des business, je vais le dire ainsi, il y a des business qui se créent dans plusieurs domaines. On croirait des personnes responsables et respectables, mais après, ce n'est que le matin quand la personne va au travail. Arrivé au lieu de service, bah, la personne est pire qu'un malfrat, pire qu'un bandit de grand chemin. Donc la personne, c'est vraiment une personne indécente. La personne crampe dans tout type de business obscur. Donc, ce qui se passe de ce côté-là, nous attendons la réaction des autorités. Alors, docteur Badel, voilà une situation assez troublante quand on sait bien sûr que voilà, les gardiens de prison sont censés recadrer ces malfrats de ce côté-là, mais là, on se retrouve dans un cadre où on n'arrive pas, justement, dans les films, on dit il y a des barons en prison, il y a ces prisonniers-là qui deviennent comme des grands patrons, qui ont même un certain pouvoir sur certains gardiens. Dans ces centres-là, il y a même certains gardiens qui, justement, deviennent leurs commissionnaires. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on pourrait se retrouver dans ce cas? Parce que quand même, un détenu dans un bureau qui s'enlace, puis qui passe à l'acte, c'était même pas... On va pas dire qu'ils étaient pressés, les gars s'embrassent tranquillement d'abord, avant de passer à l'acte. Et ils se filmaient tranquillement. Elle a oublié les caméras. Bon, déjà, je voudrais dire d'entrée de jeu que la prison est un milieu intégré. C'est-à-dire la prison intègre tous les aspects de la société ordinaire. Nous qui sommes en liberté ici, ce que nous faisons ici, c'est la même chose qui se passe pratiquement en prison. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle une catégorisation des personnes incarcérées. Vous avez par exemple dans le cas du Cameroun, on va vous dire lorsque vous allez à la prison centrale de Yaoundé, les quartiers de luxe, vous appelez ça quoi, les quartiers des prisonniers de luxe. Ouais. Il y a des quartiers privilégiés. où il y a des prisonniers qui sont démunis. Vous vous rendez bien compte que si une gardienne de prison, vous voyez un peu le traitement salarial qu'ont les gardiens de prison au Cameroun, je ne méprise pas le salaire que l'État leur paye, mais certainement, il va de soi que le fonctionnaire camerounais, dans le sens général, n'est pas un fonctionnaire bien payé comparativement à d'autres pays voisins. Je me retrouve gardien de prison face à un prisonnier millionnaire, multimillionnaire, détourneur de fonds, entre guillemets, et qui veut satisfaire ou assouvir un besoin naturel. Qu'est-ce que je fais? Le pouvoir de l'argent. Voilà encore une question qu'il faut interroger au Cameroun. Le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent surmonte même l'éthique professionnelle. Le pouvoir de l'argent est capable de nous faire atteindre certaines absurdités qu'on ne pourrait imaginer. Ça aussi, ce sont des faits de société. C'est des choses qui existent. Certains disent souvent que la chair est faible. Tout à fait, la chair est faible, mais le pouvoir de l'argent affaiblit la chair. D'accord. Monsieur Langa, voilà bien sûr une situation, parce que nous sommes quand même là, dans le centre correctionnel d'un Comé, en Afrique du Sud. Alors, comment est-ce que vous appréhendez cette situation, cette gardienne de prison qui attend déjà des mesures disciplinaires, des sanctions disciplinaires? Bon, il faut comprendre que c'est un métier vieux comme le monde. C'est de la prostitution, mais c'est quelles sont les vraies causes? Il faut encore aller dedans. C'est ce que le docteur Badel a dit tantôt. C'est-à-dire d'abord, il y a la vulnérabilité du personnel pénitentiaire. Vous n'allez pas quand même justifier que quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un est en prison, il est multimillionnaire, multimilliardaire, et il y a une petite gardienne de prison qui n'arrive même pas à subvenir aux besoins de sa famille, qui doit garder ce type. Il est en prison avec tous ses moyens, parce que n'oubliez pas que parfois dans ce pays, il y a des rumeurs qui ont circulé que des prisonniers sont en prison avec des millions dans les geôles. Ah ouais. Mais attendez, qu'est-ce que vous avez voulu qu'elle fasse? C'est-à-dire qu'elle est tentée par le gain. C'est-à-dire, et en plus de cela, il y a également parfois comment est-ce que je peux dire? C'est-à-dire que des envies
de personnes. Ils veulent démontrer à tout prix qu'ils sont capables d'assouvir certains besoins. C'est un peu ça. Parce que amener aussi les appareils photo pour filmer, c'est qu'il y a d'autres ambitions que de faire uniquement l'amour à une femme. Donc je crois que c'est un métier, c'est vieux comme le monde. On va beau décrier ça, mais je ne pense pas que ça pourra finir aujourd'hui. Il faut juste trouver des moyens pour que le personnel soit mieux rémunéré, les gardiens de prison, les prisonniers soient surveillés davantage et qu'ils ne soient pas là pour pouvoir narguer le personnel pénitentiaire. Donc moi, je crois qu'on peut tous chercher une solution. Il y en a, mais c'est pas... D'accord. Merci, messieurs. Nous allons dans quelques instants ancrer dans la première thématique de cette émission. Mais avant, nous allons parler de notre coup de cœur du jour. Nous sommes lundi et notre coup de cœur, c'est bien sûr à l'endroit d'une femme avec grand F qui justement propose beaucoup de bonnes choses. On aime ce qu'elle propose, on va le dire comme ça. Alors, Clapsil, à l'unanimité, a été choisi comme le coup de cœur de cette première sortie de la semaine. Vous le savez, Clapsil, c'est une dame qui évolue dans la couture mixte, la haute couture. Elle a habillé pas mal d'artistes au Cameroun, Coco Argenti, elle habille Malox. Il y a tellement d'artistes de renom que ces dames accompagnent de par sa couture. Et au-delà de cela, elle a une université de mode. Alors, on a bien sûr plusieurs sièges, Yaoundé, Bafoussam, Douala, où elle emploie plus de 200 Camerounais. On a des enseignants de ce côté-là qui, on va dire tout simplement, d'ici des cours. Donc, on a là une femme qui, au-delà de l'apprentissage, de l'éducation, elle donne également du métier à pas mal de Camerounais. Steve, je ne sais pas si tu connais Clapsil, si tu en as entendu parler, certainement d'ailleurs. Pour nous, dans la communication, Clapsil, c'est une marque déposée, figure emblématique de l'entrepreneuriat camerounais. Donc, comment ne pas célébrer cette jeune femme qui n'a jamais baissé les bras, parce que on voit Clapsil aujourd'hui avec toute la lumière, avec tout le prestige, mais Clapsil, elle vient de loin. Elle vient de loin. Clapsil, elle vient de loin. Et c'est quelqu'un dans le temps qui a continué à se former malgré le fait qu'elle formait déjà certains jeunes. Donc, pour moi, Clapsil, c'est véritablement une marque déposée. Et je vais dire, allons de l'avant, puisqu'elle donne quand même de l'emploi. À bon nombre de Camerounais. Tu sais, tout le respect que moi j'ai pour l'industrie de la mode, avec peut-être certaines filiations ici et là. Donc, Clapsil, c'est une marque déposée, et moi je dirais à cette jeune dame de ne jamais baisser les bras et de former comme elle le fait la jeunesse. Et justement, on se rappelle qu'il y a 2 ans par là, elle se formait encore de l'autre côté du Canada parce qu'elle a un diplôme dans ces milieux-là. Donc, vraiment, c'est encourageable. Et belle, il faut quand même retenir que Clapsil, elle part se former, mais elle avait déjà toute la renommée. Tout à fait. Donc, c'est pas facile de voir quelqu'un qui a complètement réussi dans son domaine. Et moi, je dirais même que parmi dans la haute couture, si on cite 5 noms, Clapsil directement ne peut pas être écarté. Donc, voir quelqu'un qui a déjà tout dans un domaine, qui a déjà atteint le summum, et quand même aller se former, dire que voilà, je vais venir donner le meilleur à mes apprenants, à mes apprentis, c'est à saluer. Forcément, c'est une dame forte. Dr Badel et bien sûr M. Elanga devraient faire un tour de ce côté-là à l'université de mode pour bénéficier, on va dire, de sa connaissance, de ses belles tenues, parce que je vous rassure, peut-être qu'on aura Clapsil ici dans les jours à venir. De toutes les façons, on va applaudir pour notre coup de cœur, parce que c'est ce qu'on fait à chaque édition. Voilà, Clapsil. Continue de faire ce que tu sais faire de mieux, continue d'employer les jeunes Camerounais, continue de proposer, justement de partager tes connaissances afin que tous ces Camerounais que tu encadres aujourd'hui dans tes universités puissent également entrer dans l'entrepreneuriat après avoir reçu leur diplôme.
Alors, dames et messieurs, nous allons entrer justement dans les vifs du débat en prenant bien sûr la première thématique du jour. On parle notamment de sécurité routière, comment déjouer la mort dans nos routes au Cameroun. On se rappelle, lors du bilan 2024, le ministre Jean-Ernest Masséna Ngale Bibere présentait bien sûr des chiffres qui nous faisaient savoir que voilà, les accidents étaient passés de 3525 à 1781 et que voilà, les morts, les personnes tuées étaient passées de 1588 à 678. Ça veut dire que dans le fond, il y a un travail qui a été abattu. Et justement, aujourd'hui, on continue dans cette mouvance. On ne va pas s'en contenter parce que les Camerounais continuent justement de mourir dans nos routes. Alors, Monsieur Jodel Ilanga, vous êtes bien sûr économiste de transport, je l'ai dit, et vous êtes bien sûr la personne ressource pour cette thématique. Moi, j'aimerais déjà qu'on parle des causes, de ce qui pourrait créer la cause directe, justement, du taux de mortalité ou des accidents sur nos routes. Bon, on ne peut pas dire une cause directe. C'est-à-dire qu'en réalité, on a un fait qui est un accident. Voilà. Mais maintenant, on dit cause directe, on peut dire les causes les plus probables. Et là, il y a des causes humaines, c'est-à-dire qu'on pourra relever, par exemple, la conduite en état d'ivresse, la conduite en état de fatigue. Il y a des causes matérielles, c'est-à-dire issues liées à l'état des véhicules. Le véhicule peut être défectueux. D'abord, la plupart des véhicules camerounais sont dans cette situation et tout le monde passe à la visite technique sans problème. Mais nous remarquons que tous achètent la visite technique. Donc les véhicules, les roues sont usées, les pneus sont usés, les freins, ça ne tient pas bien. Donc c'est déjà, voilà un deuxième groupe de causes. Maintenant, on peut aussi également parler des causes infrastructurelles. C'est-à-dire qu'ici, c'est la qualité de la route. Je vous assure, les routes camerounaises sont les plus réduites en termes de diamètre. Les routes ici, les véhicules se cognent et s'entrechoquent les uns contre les autres, c'est-à-dire ne serait-ce qu'au travers d'une circulation simple et aisée. Il faut seulement voir comment est-ce que les véhicules sont caillassés. Pas assez d'espace, pour se mouvoir. Effectivement. C'est-à-dire qu'il faut donc dans cette mesure essayer de continuer d'étendre les routes. Nous avons l'autoroute là par exemple. En réalité, il y a des normes. Lorsqu'il y a un certain niveau de circulation dans une route, nous devons parfois aller d'une route, du moins ça donne des classes. Lorsque nous avons une classe de trafic, un niveau de trafic, nous pouvons également étendre le diamètre. Mais on n'arrive pas. Bon, nous, on ne peut pas directement savoir, mais il y a aussi d'autres causes, parce que qu'est-ce qui fait en sorte qu'on agrandisse par les routes? Ça peut être l'occupation temporaire de la voie publique par des maisons qui avaient déjà été faites avant que la route n'arrive, les marchés, mais il faut casser. Oui, c'est pour la sécurité. Et vous savez très bien dans la sécurité de ces personnes, de ces personnes et même de leurs biens. Parce que si on commence à casser les maisons et les commerces à côté de la route, forcément, on l'a souvent vécu, forcément, on va vous relocaliser. Voilà, on va vous délocaliser et vous approprier un espace un peu plus qui respecte les normes. Vous savez très bien ce que ça a créé ici au pays une fois avec l'ancien délégué à la communauté urbaine, oui, le patriarcat, qui voulait tout casser, mais qui a eu beaucoup de problèmes. Je sais qu'il a fait beaucoup de travail. Mais il a fait un travail formidable. Il a fait beaucoup de travail pour ouvrir ces pistes-là. Mais il y a tellement d'interventions et c'est ça le problème. C'est-à-dire que tu laisses à croire, c'est même pas une croyance. C'est-à-dire que le citoyen est au-dessus de l'État camerounais. Si bien que, vous voyez, on ne peut pas réussir à reconstruire toute une route. C'est-à-dire parce qu'on est inquiet des relations que peut avoir tel ou tel individu. Alors, M. Langa, est-ce un problème d'argent? Parce que justement, on a souvent vu, il y a une route, une itinéraire qui est déjà là. Et puis, nous avons carrément une route qui doit être déviée parce qu'il y a un individu, parce qu'il y a un domaine, un manoir, un individu qu'on ne peut soit pas dédommager, soit est-ce que l'État, ce sera un problème d'argent à ce niveau?
ou alors c'est comme vous le dites, des individus qui sont au-dessus de l'État? Bon, je vais d'abord finir par la dernière cause un peu. Il y a un problème de signalisation. Ouais. En réalité, les véhicules, les routes aujourd'hui n'ont presque pas de signalisation. Et il y en a deux types. La signalisation verticale, c'est-à-dire des panneaux de signalisation partout, et la signalisation horizontale sur le sol. Vous voyez quand vous voyagez sur la route dans la nuit, en réalité, vous n'avez pas besoin d'avoir même de très bons phares, même si c'est pas... Vous voyez déjà les traits qui sont tracés, vous savez que vous ne devez rouler que de votre côté. Parfois, il y a pas, et vous arrivez à un endroit, vous vous rendez compte que vous êtes au milieu de la route, et c'est celui qui vient devant qui vous fait les jeux de phare. Ouais. Donc, vous savez quand Tu vous n'es pas étiez de déjà ton au milieu côté. de la Tu route. n'es pas sur ton côté. Oui. Et maintenant, Étienne Bell, vraiment, moi j'ai souvent dit aux gens, celui qui dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est là où cet argent est caché. Ou à quoi il est destiné. C'est un problème de priorité. Nous avons vu là que le Cameroun, c'est 8 816 milliards, parmi lesquels seulement le domaine des infrastructures, si on associe le ministère des Travaux publics, on associe le ministère du développement urbain et de l'habitat, si on associe même le ministère du transport qui fait dans la sécurité routière, et même le ministère de la défense avec la gendarmerie, mais on est à plus de 1500 milliards de budget. Et comment ça peut donc poser le problème d'argent? Non, je vous assure, c'est plutôt un problème d'efficacité et de priorité et un problème de coordination des différentes politiques. Politique stratégique et politique opérationnelle. C'est-à-dire que nous avons chacun qui veut faire. D'abord, je vous assure que c'est même encore plus grand parce que si on associe aussi les mairies qui font déjà dans la construction, parce que les mairies, les régions, tous ont des budgets pour construire les routes régionales pour les... Réhabiliter ou construire? Non, je dis il y a des routes à la charge des conseils régionaux. Ouais. C'est des constructions ou des réhabilitations. Parce qu'il y a notre type, il y a soit la construction, soit la réhabilitation ou la simple maintenance. Et c'est aussi, les communes aussi, les communes bitument les routes. Ils ont des dotations pour bitumer les routes. Ça, peut-être beaucoup ne le savent pas, mais arrivé dans les communes, vous allez voir qu'on leur a envoyé pour bitumer les tronçons dans les quartiers et tout et tout. Ce n'est pas un budget qui est géré au niveau central, c'est un budget géré par les communes. Donc, on ajoute à tout ça, ça fait vraiment beaucoup. Comment est-ce qu'on peut donc dire que nous avons des problèmes pour après, construire nos routes? Après, des problèmes d'argent. Après, les communes pleurent beaucoup, hein, parlant de finances, on leur retire tout et où sortira l'argent donc pour non, vous savez réparer que, ou alors réhabiliter. Vous savez que quand vous allez au deuil de quelqu'un que vous avez tué, vous pleurez même plus que tout le monde. Donc, en réalité, les communes peuvent pleurer. Moi j'ai beaucoup travaillé avec les communes. Les communes peuvent beaucoup pleurer, mais il faut comprendre que certes, les moyens peuvent être réduits parce que moi-même j'ai souvent vu ce dont ils ont besoin, mais il faut encore bien user ce qu'on a. Et on pleure même, les pleurs, c'est pourquoi... Il faut utiliser ça pour le bien commun. Essayez de vous imaginer, moi je parle de l'entretien d'une route. Ouais. Il y a des canons pour entretenir une route. Ouais. Il faut mettre de la latérite. Il faut une bonne couche de base. Donc, il faut... Comment est-ce qu'une route peut être réceptionnée sans qu'on ait mis la latérite? L'argent de la latérite est passé où? Alors, revenons un tout petit peu, on va s'attarder justement sur cette actualité, la qualité des routes camerounaises. On a des routes qui ont été, justement, certaines sont faites 2 ans plus tard. Elles n'existent plus. On a des nids de poules, on a l'impression qu'on cimente déjà les routes, on n'a plus d'épaisseur. On se pose des questions sur la qualité. Est-ce qu'il n'y a pas justement une commission qui est censée regarder ou superviser du moins la qualité des routes? Là, on parle quand même de la qualité des infrastructures. Est-ce qu'il n'y a pas une commission? Bon, c'est à tous les niveaux. Hein. C'est-à-dire, si c'est les routes à gestion centrale, normalement, il y a toujours des commissions de réception. Alors, c'est quoi le problème? Non, le problème, c'est le monstre, on dit quoi? Le monstre à visage fermé qu'est la corruption. C'est un problème de gouvernance juste. Ce n'est pas un problème de moyens financiers. D'habitude, lorsque vous faites dans le devis d'une route, il y a un élément qu'on n'évoque jamais, l'aléa, les tracasseries administratives qui prend un bon pourcentage pour essayer de mouiller le maillot de tout le monde. Ça se dit partout. Ça se dit partout. C'est-à-dire que il y a la commission de passation,
il y a la commission de réception, il y a le personnel qui assure le suivi, il y a le personnel qui est à la réception, il y a même les populations locales. N'oubliez pas que les populations locales, quand vous arrivez même dans leur zone, pensent que c'est de l'argent qu'on leur a envoyé. Et l'entreprise qui doit réaliser est parfois obligée de faire des choses qui sont en extra. Et tout ça, ça va jouer sur la qualité de l'infrastructure parce que le gars, il se trouve dans un budget très sexy à la fin, regardant tout ce qu'il a fait comme dépense, mais vous ne le tenez plus puisque vous avez tout pris. Non, s'il faut appeler le chien un chien, si je vous entends bien, ça veut dire que le problème doit être réglé à la source. Et quand on parle de source, parlant de construction infrastructurelle, du côté du Cameroun, directement, c'est le ministère des Travaux publics qui avait géré. Sa casserie administrative aussi. Bon, les gens ont toujours pensé que le ministère des Travaux publics est seul. Il y a le MINDU, il y a les mairies. Toutes ces routes-là, c'est les responsables. Mais ça, c'est dans le cadre de la construction, c'est-à-dire de l'investissement. Mais oui, la construction, parce que là, on est en train de remettre en question la qualité. Et quand on parle quand même de qualité, le ministère qui s'occupe de la construction, proprement dite, directement sur le ministère des Travaux publics. Alors, justement, on va revenir un tout petit peu sur le facteur humain, parce qu'on dit quand même que plus de 90% des accidents sont causés généralement par les conducteurs. Alors, là, on se retrouve tout à l'heure, vous évoquiez des comportements tels que l'alcoolisme au volant, la distraction parfois. On a ces personnes-là qui chaque jour utilisent des téléphones étant au volant. On a également la somnolence, la fatigue. Alors, comment justement pallier à ces différents mots? Bon, à ce niveau, sur le facteur humain, il y a au moins 2 ou 3 aspects qu'il faut regarder. D'abord, l'éducation et la sensibilisation. Les Camerounais sont têtus. Non, le mot n'est pas mal placé. Les Camerounais sont très têtus. C'est-à-dire qu'il a fallu une fois que le MINDEF, je crois, la DGSN mette en place des mesures draconiennes pour dire si on vous attrape au téléphone, vous allez payer 25 000. Vous avez vu, ça a changé. Les gens ont commencé à avoir peur de marcher. Mais aujourd'hui, je vous assure, quand vous voyez les gens rouler, ils sont avec des téléphones à main. Ils sont même sur WhatsApp en train de conduire. C'est grave, hein? C'est grave. Donc, il faut déjà penser à l'éducation et à la sensibilisation des populations. Maintenant, il y a le facteur contrôle. Mais on ne peut pas mettre devant tout le monde, derrière tout le monde, un agent de police. C'est-à-dire que pour essayer de surveiller et tout et tout. C'est là où vient donc le troisième aspect qui est uniquement la sanction. Quand les gens s'engouffrent dans une histoire où il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Même si, c'est-à-dire qu'ailleurs, on a le retrait des permis, le retrait des points de permis. Oui, les points, directement. Si on fait les permis à points, peut-être que... Et maintenant aussi, comme je vous dis toujours, c'est toujours cette corruption parce que même lorsque quelqu'un est attrapé en flagrance délit de mauvaise conduite, il suffit qu'il paye quelque chose, il est passé. Donc il faut une sorte d'intransigeance de la part des autorités qui essayent, qui sensibilisent, qui sanctionnent ces usagers de la route. Vraiment, il faut le faire. Et tout ça, ce n'est que question de volonté et priorité. Mettons beaucoup d'accent dessus. Vous allez voir, moi, je crois que ça peut changer. Et je crois que ça a souvent changé quand on a mis des moyens, des personnes. Est-ce que le problème ne vient pas d'ailleurs? Parce que apparemment, il y a des couloirs. Tu peux avoir un permis sans aller te présenter à un quelconque examen. Le permis vient te trouver à la maison. Ouais. En contrepartie, tu vas donner une petite somme d'argent. Est-ce que le problème ne vient pas au niveau de ces failles, au niveau de peut-être des personnes qui sont censées nous orienter pour l'obtention des permis de conduire au Cameroun? Parce que finalement, tout le monde a le permis, même celui qui n'a pas été forcé de passer à l'école. Ouais. Bon, est-ce que ça ne vient pas? Je crois que vous répondez carrément à la question. C'est-à-dire qu'il y a déjà des failles. Il y a des failles dans le système.
Ouais. Les enfants ou des gens aujourd'hui obtiennent le permis de façon très frauduleuse. Assis à la maison, on paye un peu d'argent, ils ont le permis, ils ne savent même pas conduire. C'est pas comme ça que c'est fait tout ailleurs, par ailleurs, c'est-à-dire dans des pays qui se veulent respectueux, développés, qui sont développés. Ça ne se fait pas comme ça. Les gens ont quand même, c'est-à-dire le souci de contrôler la qualité de celui qui veut conduire, être derrière le volant. Parce que le volant là, le véhicule là, c'est un objet mortel. C'est utilisé pour, c'est-à-dire que c'est une arme carrément. Mais les gens ne le pensent pas. Et maintenant, la faille, parce que on peut dire, la faille, c'est un système qui laisse la non-gouvernance prendre le dessus de la gouvernance, la bonne gouvernance. D'accord. Alors, docteur Badele Salah, nous sommes là dans un contexte où 90% des accidents de route sont causés par, on va dire, il regarde la route et de temps en temps, il est dans son téléphone carrément. On se rappelle, il y a un voyageur, on va dire ça comme ça, qui a filmé le chauffeur qui carrément était en train de regarder une vidéo pornographique alors qu'il était en train de conduire. Et c'était une agence très connue ici qui fait dans l'interurbain. Alors, on se pose des questions. Le problème, c'est l'usager. Que faire justement? On va se poser la question à ce niveau-là. Okay. Lorsqu'on est face à ce genre d'individus, que faire? Bien, monsieur Bell, je dirais d'entrée de jeu que les statistiques que vous avez présentées au départ, les statistiques du ministère des Transports, notamment sur la baisse du taux de mortalité sur les routes, je me dis que ce sont des statistiques éphémères, c'est-à-dire pour un temps, mais il y aura un temps où ces statistiques vont encore aller crescendo. Ouais. Pourquoi? Je m'explique. Si vous regardez souvent une émission, on appelle ce canal moto, une émission qui parle de l'automobile là, vous voyez que les performances réalisées dans le domaine automobile, tous les jours, on augmente la capacité de vitesse de certains véhicules. Ouais. Les nouveaux véhicules arrivent, ils sont plus puissants, ils sont plus performants et la sécurité est moindre. Ajoutez à ça les comportements inciviques que nous avons ici au Cameroun, Ouais. vous vous rendez bien compte que dans les années à venir, le taux de mortalité va s'accroître. Ouais. Comment expliquer le fait qu'un citoyen transportant la vie des êtres humains, y compris sa vie dans un véhicule, se permette à se livrer à des distractions? Cela s'explique simplement par le fait que la mort ne fait plus peur. Au Cameroun, on n'a plus peur de la mort. La mort a été banalisée de telle enseigne qu'aujourd'hui, vous pouvez traverser la rue, vous voyez un cadavre joncé là, ça ne vous dit absolument rien. Or, à une certaine époque, les gens s'émouvaient face à la mort. La mort n'aimait plus personne au Cameroun. On fait ce qu'on veut. Et le copaniste l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il a parlé d'un problème de volonté. Il n'y a pas une réelle volonté politique à pouvoir réprimer certaines infractions sur la route au Cameroun. Ce n'est pas un problème de manque d'argent. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne manque pas d'argent dans ces pays. Il y en a même suffisamment et beaucoup. Ouais. Pourquoi la prévention routière au Cameroun se contente d'utiliser des radars fixes sur certains axes bien choisis? Allez sur la route d'Embalmayo, tous les jours de la semaine, vous allez voir la prévention là-bas avec des flashs. Là-bas, ce sont des comptoirs. Et il y a ce qu'on appelle au Cameroun le compte rendu. Ceux qui les envoient là-bas savent qu'en soirée, ils doivent aller verser quelque chose. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là-bas tellement pour sensibiliser les citoyens sur des comportements inciviques sur la voie routière. Mais moi, je sais que c'est pour chercher de l'argent parce que de par mon expérience, moi-même, je suis un automobiliste. J'ai déjà fait cette route. Ouais. Je sais à peu près ce qui se passe. Le compagnie, ça parlait de l'absence ou l'insuffisante signalisation routière. Lorsque vous prenez la route d'Embalmayo, vous voyez le nouveau péage qu'on a conçu là, Ouais. qui n'est pas fonctionnel. Vous allez voir un panneau, limitation de vitesse 50. Ils sont parfois à cet endroit. Je ne trahis un secret parce que c'est connu. Si vous êtes en excès de vitesse, on va vous prendre devant. Dès que vous traversez la première barrière, il y a un deuxième flash qui se trouve devant. Après, on vous dit, il y a un panneau de 60 que vous n'avez pas. Vous ne voyez pas ce panneau. Vous ne savez même pas à quel niveau ce panneau est. Peut-être il est encombré d'herbe, mais on vous dit qu'il y a un panneau là-bas. Ouais. À un moment donné, il faudrait aussi que le ministère des Transports s'occupe de l'entretien des axes routiers. Ça veut dire que même les herbes qui envahissent les panneaux doivent être visibles
pour que le citoyen lambda ne vienne pas tomber dans un piège. Parce qu'on a comme l'impression que la prévention routière est un guet-apens, où il faut piéger des gens pour qu'ils payent des contraventions ou alors ils payent cash. Et puis... Alors moi je vais quand même rappeler ici qu'on devrait saluer le ministre en charge des transports au Cameroun. Dit, voilà, je veux avoir votre ordre de mission. Qu'est-ce qui vous envoie ici en route? Qui vous a envoyé ici en route? Mais après, on a vu sur la vidéo, il n'avait pas. Le ministre a chassé tout le monde et a dit vous allez répondre de vos actes. Moi, je pense que c'est un ministre assez... Moi, j'ai vu le ministre Ngalabi Beye en train de diriger la circulation. Une fois sur l'axe Yaoundé-Douala, il est descendu de sa voiture. Il a commencé à diriger pour décanter, on va dire tout simplement, la circulation. Rappelons justement que de ce côté-là du ministère des Transports, en ce moment, il y a une campagne spéciale de sécurité routière qui a débuté le 15 décembre 2025. C'est axé sur le comportement responsable, prise de conscience, stop aux infractions. Donc, c'est une initiative encourageable. Alors, M. Langa, vous qui êtes économiste des transports, en mot de fin, de manière concrète, qu'est-ce qu'on doit faire pour déjouer la mort sur nos routes? On y va très rapidement. Ok, je reviens sur 2 ou 3 éléments principaux. D'abord, une bonne prise de conscience des usagers de la route. Parce qu'il faut vraiment que beaucoup de personnes, les usagers, prennent conscience du fait qu'ils sont en train de conduire des engins dangereux. Ça, c'est d'abord une prise de conscience et qui passe par l'éducation. La deuxième chose, c'est effectivement, c'est la sensibilisation des autorités publiques qui doit être régulière et soutenue. Les initiatives ne doivent pas être des initiatives isolées. Elles ne doivent pas être d'abord pour aller dans la sensibilisation, la sanction. Parce que ce qu'on paye en route là, pour l'excès de vitesse, c'est beaucoup plus à titre de sanction. Mais que d'abord les autorités prennent le temps et accentuent la sensibilisation, l'éducation des usagers quant à ce qu'il est de leur responsabilité au niveau de la conduite. Maintenant, la troisième chose, c'est une meilleure mise en œuvre des projets d'infrastructures routières. Donc, il faut que les gens, les organismes, les ministères ou les structures en charge de construire les routes puissent effectivement respecter non seulement les normes de diamètre des routes, c'est-à-dire agrandir les routes, au regard de la croissance de la population et du trafic, également pouvoir mettre le matériel de route en place, c'est-à-dire la signalisation verticale, horizontale. Et maintenant, ailleurs aussi, pourquoi ne pas prévoir des espaces piétons? Par exemple, ça existe. Pourquoi ne pas prévoir des espaces moto-cyclettes? Ça existe. Ailleurs, il y a des espaces comme ça. On ne doit pas tous être en train de se chamailler, ne serait-ce que sur la chaussée. C'est la même chaussée qui contient le véhicule, c'est la même chaussée qui prend l'homme, la personne, c'est la même chaussée qui prend la moto. Mais pourquoi vous voulez qu'après il n'y ait pas des accidents? Parce que chacun va se courir. Donc, maintenant, si la sanction vient donc plus tard, c'est que cette procédure a été menée du début jusqu'à la fin. Ça ne sert à rien de sanctionner, vraiment, parce que tout le monde cherche à avoir de l'argent pour payer. C'est ça qui est mauvais. D'accord. Merci, Monsieur Jodel Langa. Nous allons entrer dans la deuxième thématique de cette émission qui sera très brève vu le temps imparti à cette production. On parle bien sûr de la recrudescence des règlements de compte dans nos rues. De plus en plus, nous avons des cas constatés depuis 3 ans. Ça monte, ça grimpe et ça grimpe. Des assassinats comme ça, inexpliqués, inexplicables. Des personnes qui viennent en moto, zigouillent quelqu'un avec soit une arme à feu, soit une arme blanche. Et on se pose des questions, le comment, du pourquoi, qu'est-ce qui pourrait justement justifier ou expliquer ce malaise, ce fléau. Alors, docteur Badel Issala, on commence avec vous. Qu'est-ce qui pourrait justement
justifier cette hausse d'une telle pratique? Déjà, les règlements de compte ici s'inscrivent dans le cadre de la criminalité, notamment en milieu urbain. Ouais. Puisque les cas que nous vivons se passent beaucoup plus en milieu urbain. Et ici, elles sont dans les deux ordres, selon que j'ai pu faire une classification qui n'est pas exhaustive. Nous avons ici les représailles. Donc, nous avons ici des représailles qui peuvent être. Donc, nous avons la criminalité d'abord et les crimes rituels. Les règlements de compte peuvent prendre la casquette d'une forme de criminalité ou alors des crimes rituels. Je m'explique. Lorsque je parle de criminalité ici, on peut lire ça sur un aspect de représailles, c'est-à-dire entre les membres peut-être d'une confrérie, entre les membres peut-être d'une pègre, Ouais. ou alors quelque chose où on n'aurait pas bien tourné entre eux et puis on règle le compte de la personne. C'est le cas que nous voyons tout le temps parce que vous avez vu dernièrement, c'était je crois en 2024, j'ai vu un communiqué, je crois de l'église catholique, circuler disant qu'il y a un prêtre togolais qui aurait été fusillé quelque part par exemple. Il y a la dame dont on a vu l'histoire dans les réseaux sociaux ce week-end, assassinée à domicile. On a vu le cas avec Jean-Pierre Sarr, le célèbre producteur, qui a été assassiné dans son domicile à Douala, etc. Il y a maintenant, dans la deuxième catégorisation, le phénomène des crimes rituels. D'abord, c'est un phénomène généralement, les commanditaires sont des personnes qui sont dans l'ombre et d'autres personnes viennent agir et généralement, on s'accapare des victimes vulnérables, on s'en va prélever certains organes et puis à d'autres fins que nous ne pouvons pas déterminer ici. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Cameroun est une société difficile à comprendre. Difficile à comprendre, pourquoi? Parce que vous êtes dans une entité ou dans une confrérie, comme je l'ai dit, dans une pègre, une association de malfaiteurs, vous avez votre deal que vous êtes en train de faire. Si quelque chose tourne mal, on estime que la sanction, c'est la mort. Cela signifie que on ne fait plus confiance en la justice. Parce que porter une affaire qui n'est pas déjà claire à la justice voudrait dire que nous-mêmes, on se tire une balle sous le pied. Donc, parfois, ça a trait à des affaires qui ne sont pas déjà très catholiques. Aujourd'hui, il y a des personnes haut placées dont il ne faudrait pas prononcer les noms parce qu'on a peur d'être zigouillé le lendemain. Et comme je l'ai dit, le langage parle d'un gradé de l'État et puis là, j'aurais peur de sortir même. Bien évidemment. Je l'ai dit la semaine dernière ici, lorsque parfois, dans certaines sphères haut placées, lorsque vous détenez parfois certains secrets dits d'État, pour vous taire, le meilleur moyen serait de vous donner la mort simplement. Vous avez vu le cas avec le célèbre journaliste, ça fait 3 ans aujourd'hui, Père Assona Martinez Zogo, dont on est en train de chercher qui a fait ci, qui a fait ça, dont on ne parvient pas à déterminer les réels commanditaires, les coupables et les mobiles même qui ont entraîné son assassinat. Donc, dans un sens général, je voudrais dire que le Cameroun a maille à partir avec les valeurs. On a maille à partir avec nos valeurs morales. La mort ne fait plus peur à personne. On est sûr que si on est protégé par un tel ou un tel, on peut donner la mort à une autre personne et puis la vie va continuer. On va continuer à vivre librement. Ça veut dire que quelque part, il faudrait que la justice fasse son travail. Il faudrait qu'on ait une justice proactive. La justice camerounaise ne doit pas fonctionner comme on a l'habitude de le dire en son temps, parce qu'il y a un célèbre slogan au Cameroun, le temps du président. Nous avons aussi, par ricochet, le temps de la justice. Non, la justice apaise les cœurs. La justice donne le sentiment aux victimes d'avoir retrouvé au moins une consolation, celle de savoir que j'ai été victime d'un fait, un parent a été tué, ainsi de suite. Et justice a été rendue. Certes, la personne ne reviendra plus à la vie, mais quand on a le sentiment que justice est rendue, ça apaise les cœurs. Et plus le sentiment d'injustice se développe dans une société, plus la criminalité va augmenter. Donc, à ce niveau, je pense que la justice devrait être proactive. Et je finirai même par dire que, à mon humble avis, c'est vrai que nous sommes dans un système au Cameroun où on ne communique pas beaucoup. Du moins, l'État et le gouvernement ne communiquent pas beaucoup. Moi, je pense que le ministère de la Justice, à un moment donné, devrait avoir une cellule de communication. Lorsqu'il y a certains cas qui se produisent, tels que nous débattions la semaine dernière, la cellule de communication du ministère de la Justice peut venir et dire, bon voilà, le procureur de la République s'est saisi de telle ou telle affaire, voilà où nous en sommes, ainsi de suite. Il y a ce suivi des affaires qui est fait pour rassurer le bas peuple que nous sommes. Mais lorsque tout est fait dans un mutisme qu'on ne peut pas caractériser,
ça donne un sentiment qu'il n'y a pas de justice au Cameroun, ou alors la justice appartient au plus fort. Merci. Alors, Monsieur Langa, on parle justement de recrudescence des règlements de compte. Et là, on a des personnes qui, on les appelle des chargés de mission, qui abattent d'autres personnes comme ça, de manière, je ne sais pas comment on dit. Et là, on se pose des questions. Est-ce un problème de valeur humaine ou le manque d'humanisme? Est-ce que ces personnes-là ont justement outils de l'esprit, de leur tête? On n'a plus peur de la mort. Bon, parler de crise de valeur ou d'humanisme dans un contexte de Capharnaüm, de désordre total, dans un contexte de Golgotha, vraiment ça n'a pas sa place. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où la crise de confiance est la chose la mieux partagée. Tout le monde a peur de l'autre. C'est-à-dire que personne n'a confiance à l'autre. Et vous savez, c'est très facile dans ce contexte qu'il y ait ce genre de cas et de situations. Je ne connais pas jusqu'à quel niveau c'est déjà, puisque, bon, certainement, vous avez vos données. Mais je dis, ça s'accentue lorsque on pense que la règle, c'est tromper l'autre. Et c'est ça le véritable problème de notre pays. C'est-à-dire que chacun trompe, que chacun pense pouvoir tromper l'autre. Comme on dit, on vit une place. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une affaire, dans un processus, non. Dès que vous avez trompé, vous éteignez votre téléphone, on vous cherchez à disparaître de la circulation, vous avez fait votre frappe, le coup de votre vie, et vous cherchez à créer un autre système. En réalité, c'est comme ça que vivent à peu près les cas. Et n'oubliez pas que parmi les plus dangereux dans le monde, nous en faisons partie. C'est-à-dire qu'il y a des nations qui, lorsqu'on fait parler des Camerounais, on n'a plus... C'est-à-dire on ne veut même pas. C'est-à-dire on dit non. On nous a même souvent chassés ailleurs. Parfois, c'est-à-dire que tout laisse croire que c'est par rapport à notre mentalité. Nous avons vu des vidéos qui venaient dans des pays voisins où on décriait la mentalité des Camerounais. C'est-à-dire dans la sous-région, en Afrique et partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on a été étonné ici de voir une vidéo de Camerounais qu'on a attrapés au Bénin parce qu'ils étaient en train de braquer tous les gars. Des gars partout avec les armes à feu. Mais c'est-à-dire que c'est une mentalité qu'il faut essayer de bannir. Il faut essayer de bannir. Il faut qu'on amène le Camerounais à pouvoir retrouver les valeurs morales, les valeurs éthiques. Il faut l'honnêteté, le bon sens. C'est-à-dire que c'est des choses les plus essentielles. Moi, je ne parle pas de Dieu parce que bon, tout le monde a son Dieu. Mais quand même, on n'a pas besoin d'être chrétien, musulman. Mais on a besoin d'avoir des valeurs morales, de considérer la vie des autres et de faire confiance effectivement au système étatique, à la justice. On n'a pas besoin d'aller chez les gens avec des machettes pour finir avec eux, ou alors l'attendre au milieu de la nuit pour finir avec eux. On peut faire effectivement confiance au système de justice. Alors, M. Sivabro, pour chuter. Alors, moi je dirais tout simplement que je me sens dans un pays qui, de plus en plus, on ressent ce qu'on voit dans les films avec la mafia et autres. Donc, les règlements de compte à tort et à travers, les gros bonnets qui se sentent vraiment puissants. Donc, si tu es contre lui, il va te finir. À un moment ou à un autre, il va te finir. Donc, moi, je pense que la justice fait déjà vraiment beaucoup de boulot. Ouais. La justice a déjà beaucoup de boulot. Au Cameroun, je dirais tout simplement qu'on doit mettre guichet double. Et parlons de l'affaire Marie-Louise Mbala, Madame Marie-Louise Mbala, qui a été donc assassinée. Un avis de recherche a déjà été lancé contre Monsieur Mamadou Bada. Ouais. Voilà, donc l'avis de recherche a déjà été lancé. Et nous saluons déjà la proactivité tout à fait. du délégué à la Sûreté nationale, M. Mbarga Guélé. Donc ça bouge du côté de la police et j'espère qu'on finira par mettre main sur cet assassin et qu'il finira par désigner celui qui l'a envoyé parce que vu son profil, je ne pense pas. Aucun crime ne restera impuni. Nul n'est au-dessus de la loi. Allez, on va dire merci à vous, messieurs. On va dire merci à Dr Vadel Issala, qui est sociologue et qui a répondu présent pour cette première sortie de la semaine.
Je vous sais gré, monsieur le journaliste. Allez, merci également à vous, monsieur Jodel Elanga. Rappelons que vous êtes économiste de développement et conseiller municipal aussi. Merci d'avoir répondu présent. Ok, merci également, Belle, d'avoir permis que nous puissions partager nos opinions sur ces questions d'actualité. Sister Steve Abodo, on se dit à demain. À demain, Belle, avec le même sourire et en étant toujours très posé. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres pour cette première sortie de votre émission Posée. On espère tout simplement que vous avez appris de ces différents échanges, mais également de tous ces verbes que nous avons partagés sur ce plateau. L'objectif étant, bien évidemment, de sensibiliser, toujours sensibiliser. Nous avons parlé.